Plusieurs experts vont se succéder sur ce plateau pendant ces 90 minutes pour tenter de comprendre ce qui se passe depuis cette nuit en Ukraine et en Russie. J'accueille Christian Lequesne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions diplomatiques, auteur de La puissance par l'image, les États et leur diplomatie, c'est aux presses de Sciences Po. Patrick Martin-Genier, bonsoir, enseignant à Sciences Po Paris, vous aussi, spécialiste des questions européennes et auteur de Vers une nouvelle gouvernance mondiale, c'est chez Studirama. Galia Ackerman, bonsoir, historienne, journaliste, spécialiste de la Russie et de l'espace post-soviétique. Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine. On y est, c'est ce que vous avez publié aux éditions Premier Parallèle. Mathieu Croissando, éditorialiste politique, à mes côtés comme toute cette semaine. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Vous faites signe que non, manifestement. Bon, je voulais commencer avec vous, mais j'ai l'impression que le général Trinquant ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Bon, manifestement non, on va régler ça. Oui. Évidemment, oui, vous m'entendez, parfait. Merci beaucoup en régie. Je voulais commencer avec vous, mon général. Cette offensive russe, comment vous l'analysez ? Ce qui nous frappe, nous, c'est la rapidité, la progression ultra rapide dans le territoire ukrainien. Alors, ce qui me frappe, c'est que le président Poutine avait préparé ça de longue main, qu'il emploie tous les moyens, c'est-à-dire les moyens aériens, navals et des offensives tous azimuts terrestres. Je ne suis pas très surpris par la progression rapide, parce que compte tenu des moyens mis en œuvre, l'armée ukrainienne n'a pas les moyens de résister à tout cela. Voilà. Maintenant, je pense que la vraie question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où veut aller le président Poutine. Il a dit qu'il voulait démilitariser l'Ukraine, donc ça justifie toutes les frappes qu'il fait partout et les saisies sur les aéroports et les ports. Qu'il voulait dénazifier l'Ukraine. Là, c'est un peu plus problématique pour moi. Je ne vois pas très bien de quoi il veut parler, mais apparemment, changement de gouvernement. Et qu'il dit aussi qu'il ne veut pas occuper l'Ukraine, ce qui est un point clé parce que l'occupation de l'Ukraine, pour lui, ce serait un sacré guêpier dont je pense qu'il ne veut pas rentrer dans cette affaire-là. Voilà donc ce que je pense sur cette offensive. Oui. Faut-il prendre ce que nous dit Vladimir Poutine au pied de la lettre depuis plusieurs jours ? On a appris à évidemment douter, et vous le premier d'ailleurs. Quelques images qu'on a beaucoup vues, moi ce sont peut-être celles qui m'ont le plus frappé. Ça se passe à 1 heure de Kiev, la ville s'appelle Gostomel. On voit une escadrille d'hélicoptères en action, Dominique Trinquant. Les Russes ont d'abord voulu se prémunir, avoir la maîtrise de l'espace aérien. Est-ce que ça a été ça la stratégie d'après vous ? Oui, mais c'est pas très compliqué d'avoir la suprématie aérienne face à l'Ukraine qui a quasiment pas d'avions, donc et ou des avions relativement anciens. Non, encore une fois, si vous voulez, on a d'un côté une armée russe qui est montée en puissance depuis il y a 20 ans, en gros, depuis que le président Poutine a pris le pouvoir, il n'a fait que monter en puissance l'armée russe, moderniser l'armée russe. Elle a l'expérience du combat, en particulier en Syrie. Et puis de l'autre côté, une armée ukrainienne qui a fait des progrès depuis 2014, mais quand même des progrès modestes. Et donc elle n'a pas les moyens à la hauteur. Et je pense que le président Poutine, en mettant tous ses moyens d'un seul coup, est à peu près sûr de remporter une victoire très rapidement. Le problème, c'est après, comme vous le dites très justement, je ne crois pas ce qu'il dit, mais je pense que ce serait une grave erreur pour lui de vouloir occuper l'Ukraine. Ouais. Alors vous avez lancé le débat, merci beaucoup, et je reviendrai vers vous tout à l'heure, et on détaillera justement les forces en présence dans un court instant avec Alexandre Poussard qui est avec nous juste là dans les coulisses. Mais je voudrais vous donner évidemment la parole à tous les trois. Christian Lequesne, on a depuis le début de la semaine, on s'est déjà vu plusieurs fois, et c'est vraiment le scénario du pire, quoi. C'est celui que vous aviez les uns et les autres évoqué. Est-ce que c'était prévisible malgré tout ? Vous savez, rien n'est jamais prévisible avec ce genre de personnage. Probable, oui. Moi, je préfère le terme probable à prévisible. C'est-à-dire que, clairement, on avait envisagé cette hypothèse de l'intervention qui irait jusqu'à Kiev et dont l'objectif est sans aucun conteste de renverser
le gouvernement et de mettre à Kiev un homme de paille qui soit quelqu'un, voilà, aux bottes du régime de monsieur Poutine. Ça, vous savez, monsieur Poutine sait faire très très bien. Hein. Il est très expert dans ce genre de choses. Voilà. Donc prévisible, non. Vous savez, rien n'est jamais prévisible parce que ce type d'homme politique, bien sûr, hésite aussi jusqu'au dernier moment et puis finalement voit que le contexte est bon et on y va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Lui-même ne savait peut-être pas il y a 4 ou 5 jours encore s'il allait intervenir ou pas aujourd'hui. Galia Ackerman, pensez-vous qu'il a appliqué une stratégie prévue finalement depuis longtemps, Vladimir Poutine, et que collectivement il a berné les Occidentaux? Rétroactivement, je le pense, parce que d'une part, je regarde beaucoup, comme vous savez, la télévision russe, et en fait, à partir donc de 2014, systématiquement, pendant toutes ces années, le thème principal dans les talk-shows, les plus grands talk-shows, c'était l'Ukraine. L'Ukraine occupait beaucoup plus de place dans les débats publics sur les grandes chaînes que les affaires intérieure russe. C'était une sorte d'obsession. Donc une façon de préparer l'opinion aussi. Préparer l'opinion. Et on disait depuis des années qu'il fallait renverser ce régime et que, bien sûr, il fallait prendre Kiev. Maintenant, si on revient aux événements récents, ce que je constate rétroactivement, c'est qu'on a commencé à concentrer les troupes déjà en mars dernier. Il y avait, même j'ai participé à un débat, est-ce que Poutine va envahir l'Ukraine? C'était fin mars, début avril. Il y avait déjà une énorme concentration de troupes. Ensuite, quelques-unes de ces troupes sont rentrées, mais le gros des troupes est resté. Donc les troupes sont là depuis presque 1 an. Ce qui s'est passé, c'est que en plus de 100 000 hommes donc le long des frontières de Kharkiv à Odessa, on peut dire, il y avait 30 000 soldats situés en Crimée, à peu près autant... Alors, je vous interromps parce que ça va être l'objet de la chronique d'Alexandre dans un court instant. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail. On ne va pas rentrer dans le détail, donc je résume mon topo. Et ensuite, quand tous ces préparatifs ont été dévoilés grâce aux moyens techniques, les satellites, etc., Poutine et tout son appareil, le ministre Lavrov, etc., ils disaient tous, nous, on est dans nos frontières, on fait ce qu'on veut, mais ce sont des manœuvres, on n'a aucune intention d'occuper qui que ce soit. On pourrait dire qu'ils ont gagné du temps. Patrick Martin-Genier, je viens vers vous sur ce qui peut se passer. Alors évidemment, on est très prudent et on l'a toujours été dans cette émission, mais dans les prochaines heures, vu l'accélération du mouvement, on peut aller jusqu'à imaginer que le président ukrainien tombe dans les 24 heures. Ça fait partie des hypothèses possibles. Mais des hypothèses fort probables, comme vous avez dit. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça l'objectif de Vladimir Poutine. Il sait bien que c'est assez risqué d'envahir pour différentes raisons, parce que le peuple ukrainien est quelqu'un qui va résister. Alors, on avait vu qu'avec l'État qui était d'urgence, qui a été déclaré, enfin, qui a été décrété, eh bien, chaque citoyen peut être armé. Il y a une volonté de résistance. Mais l'objectif de Vladimir Poutine... contre une force d'occupation. Voilà, c'est une force d'occupation. Et très probablement que dans les heures, ou peut-être cette nuit, l'objectif de Vladimir Poutine est d'envoyer une force militaire pour renverser Volodymyr Zelensky, le président, et mettre un terme à ce régime démocratique pour, comme vous l'avez dit, mettre en place un président fantoche qui va réintégrer le giron de la Russie. Ouais, alors pour ça, et Alexandre, c'est le moment de nous rejoindre. Alexandre Poussard, pour détailler, parce que c'est important, on est encore dans ce moment, hein, le rapport de force entre l'armée russe et l'armée ukrainienne. Bien, Thomas, ce rapport de force, il est déséquilibré. D'abord, si on prend le nombre de soldats, eh bien, du côté russe, actuellement, 190 000 soldats russes sont mobilisés dans ce conflit ukrainien, et la Russie a une capacité totale de 850 000 soldats. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 4 fois l'armée française, et c'est donc nettement plus que l'armée ukrainienne, qui pour l'instant mobilise 100 000 soldats et qui pourrait aller à 150 000 dans l'avenir de
ce conflit. Alors tous ces soldats russes, ils bénéficient du nombre et ils bénéficient d'un avantage géographique puisque l'armée russe encercle une grande partie de l'Ukraine avec des soldats qui interviennent de la frontière russe, mais également de la Biélorussie, de la Moldavie, de la Crimée. Et puis cette force terrestre russe, elle s'appuie également sur 1200 chars. Alors ça, c'est pour les forces terrestres. On l'évoquait avec le général Trinquant tout à l'heure. Dans les airs, sur mer aussi, le rapport de force est déséquilibré. Oui, au niveau aérien, il y a une grande différence entre les deux pays. Du côté de la Russie, on dispose de 800 avions de combat, alors qu'on n'en a que 125 du côté ukrainien. Et puis sur le plan naval, il n'y a pas photo. La Russie dispose de dizaines et des dizaines de navires de guerre, avec également plusieurs sous-marins nucléaires, alors que l'Ukraine n'est pas du tout une puissance navale et n'a qu'un seul navire de combat. Oui, et pourtant les Occidentaux ont armé l'Ukraine depuis plusieurs années. Oui, depuis 8 ans, depuis le début de ce conflit en Ukraine, l'Occident a fourni du matériel d'armement à la puissance ukrainienne avec un chiffre intéressant. Depuis 2014, l'OTAN a fourni 14 milliards de dollars d'armement à l'Ukraine. Et cet armement de l'Ukraine, il s'intensifie depuis des mois, depuis que les États-Unis sont inquiets de cette invasion russe. Et par exemple, en janvier dernier, les États-Unis ont fourni 300 missiles Javelin et 80 tonnes de munitions à l'Ukraine. Et puis la Turquie qui est membre de l'OTAN, a fourni également 12 drones de combat à l'armée ukrainienne. Et c'est cet armement de l'Ukraine par l'Alliance Atlantique qui est un des arguments de Vladimir Poutine pour justifier son invasion. Merci Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure dans notre second débat. Général Trinquant, si j'étais provocateur, je vous demanderais, d'ailleurs je vais le faire, est-ce que ces 14 milliards d'armement ne sont pas en train de tomber dans les poches de l'armée de Vladimir Poutine ? Dans les poches, certainement pas, parce que ce sont des armements qui ne sont pas compatibles avec l'armement russe. Mais en fait, quand on vous cite un chiffre financier, et quand on parle d'équipement, on vous parle de missiles Javelin. Alors si vous voulez, les missiles Javelin, c'est des missiles anti-chars qui sont certes à la pointe du progrès, mais c'est quand même pas ce qui va permettre à l'armée ukrainienne de résister à l'armée russe. En revanche, de lui infliger des pertes, oui, ça très certainement. C'est pour ça qu'on revient toujours à ce qui a été dit sur le plateau, je suis assez d'accord. L'occupation de l'Ukraine serait un problème. Il peut y avoir un sujet, et c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai un peu de mal mettre un gouvernement fantoche en 2014, souvenons-nous de ce qui s'est passé, ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que ça fonctionnera demain? Je ne sais pas. Et dans quelle mesure, s'il y a un gouvernement fantoche, il faudra que l'armée russe reste en place pour le maintenir en place. Ça, c'est quand même un grand danger pour le président Poutine. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Des poches de résistance à l'intérieur du pays? Une partition à terme? Comment vous vous projetez dans l'avenir? Poche de résistance, certainement, et je crois qu'il va falloir regarder notamment du côté des villes. Il y aura une forte résistance de la part des populations urbaines. Alors évidemment, nous savons aussi que un certain nombre d'urbains sont en train de quitter pour rejoindre les villages. Il y a, je crois, 9 heures d'embouteillage actuellement pour quitter Kiev en direction de la campagne. Mais je crois que ça ne sera pas simple pour les Russes. Effectivement, ils se trouveront confrontés, s'ils restent dans le scénario, disons, d'une occupation classique, à une résistance qui sera très très forte. Mais il y a d'autres moyens de faire. Vous savez, là, on est plutôt dans l'explication d'un scénario militaire assez classique, mais vous pouvez déstabiliser d'autres manières. Vous pouvez avoir des agents d'influence, vous pouvez contrôler le cyber et une télévision qui fait de la propagande 24 heures sur 24, etc. Et ça, les Russes ont totalement intégré ces méthodes. Quand je dis les Russes, la Russie de M. Poutine. Oui. Voilà. Faisons la différence. Donc c'est là, absolument, c'est ce que l'on appelle parfois la guerre hybride. Ils le font très très bien. Mais effectivement, Galia Ackerman, faisons la différence entre Vladimir Poutine, son cercle, et les Russes. Parce que les liens, il y a des liens familiaux, il y a des liens d'amitié entre Russes et Ukrainiens. Ça doit pas être. Comment ça
comment, même si on a une télévision un peu à la botte du pouvoir, comment cette invasion chez ceux qui sont perçus comme des amis, comme des frères ukrainiens, comment elle est perçue justement par le... Vous savez, il y a une expression guerre fratricide. Ouais. Parfois, et depuis la Bible, Abel et Caïn, c'est quelque chose qui existe. Il y a une haine du régime de Poutine contre les Ukrainiens parce qu'ils ont choisi une autre voie. Et cette autre voie, qui pour Poutine s'appelle anti-Russie, ne convient pas à M. Poutine. En fait, c'est la démocratie, tout simplement. Tout simplement. Et donc, moi, je pense qu'en Ukraine, déjà, il faut le préciser, il y a quand même ce qu'on peut appeler une cinquième colonne assez importante. Il y a le parti des régions, ou l'ex-parti des régions, qui maintenant porte un autre nom, Plateforme d'opposition pour la vie. Et pro-russe. Qui est totalement pro-russe. Donc, vous avez déjà tout un corps. Peut-être c'est pas énormément en termes de pourcentage de population, mais je crois que Poutine peut compter sur l'allégeance de peut-être 10-15% de la population. Ensuite, il y a peut-être 30% de la population qui seront plus ou moins prêts à se battre. Encore, il faut voir avec quelles munitions et quels moyens. Et ensuite, il y a, vous savez, des gens ordinaires qui probablement vont s'adapter aux circonstances, mais qui ne vont pas risquer leur vie pour la liberté de leur pays. Et donc, je crois très sérieusement que le gouvernement fantoche, ce sera quelqu'un de ce parti donc d'opposition, et qu'il va s'appuyer sur des structures existantes dans toutes les régions, mais ils seront appuyés par les militaires russes. Je n'ai aucun doute là-dessus. Et il y a un projet qui a été évoqué personnellement par Poutine, c'est qu'il faut punir, faire un tribunal des gens qui ont combattu dans le Donbass, des gens qui ont été, on peut dire, des activistes du Maïdan, de personnalités de la société civile, bien sûr Zelensky et son entourage, etc. Et donc, il y a déjà un moment qu'on parle à la télévision russe d'un prochain Nuremberg, d'où cette appellation nazie. Oui. Parce que... On y reviendra dans nos débats. Pardon de vous interrompre. Je voudrais... passer à une symbolique. Là, on était sur la guerre en Ukraine, je voudrais évoquer la guerre en Europe, parce que c'est aussi ça, ce conflit, et je pense que pour notre génération, on n'imaginait pas forcément revoir ces images aussi vite. Patrick Martin-Jeunier, il y a aussi ce symbole, je trouve, dans la journée qu'on est en train de vivre. Oui, c'est un symbole, parce que c'est une démocratie qu'on est en train d'assassiner. On a dit, Poutine pense qu'il y a des nazis là-bas, il le fait exprès, il parle de Nuremberg, il parle de dénazifier ce pays, comme si c'était un repère de nazis. Le nazi, c'est autre chose quand même. Donc on voit bien qu'il y a toute une symbole. Il est intelligent, M. Poutine. Il le fait exprès pour dire qu'il va détruire ce régime. Mais je voudrais dire une chose. La première, c'est qu'il pardon de vous interrompre, mais il est toujours dans une rhétorique où il inverse finalement. Là, il inverse complètement les choses. Il était face à des hommes d'affaires il y a une demi-heure. Il dit... où nous n'avions aucun autre moyen pour défendre la Russie. C'est-à-dire que il dit l'inverse, c'est lui l'assiégé. C'est lui l'assiégé, il est paranoïaque, il est dans une chimère de reconstituer l'ancienne Russie des tsars, puis communiste. Et donc, en fait, il résonne comme un notaire qui voudrait se réapproprier des biens. Comme si l'Ukraine, c'était un bien immobilier qui lui appartient, qui lui avait été injustement enlevé et qui veut rapatrier dans l'orbite de la Russie. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Mais deux choses me semblent importantes. La première, c'est que hier, je regardais tous ces jeunes qui manifestaient devant l'ambassade russe à Kiev. Ils agitaient des drapeaux. Il y a eu une différence générationnelle. 30 ans ont passé et les jeunes disaient « Nous voulons l'Europe, nous ne voulons pas la Russie ». Et selon un premier sondage, à supposer qu'on puisse faire des sondages à Moscou, fait par les confrères du Guardian, donc le journal britannique, montre finalement qu'il n'a pas le soutien non seulement des moscovites, mais aussi de la population qui ose s'exprimer. Quelques manifestants se sont exprimés à Moscou
et on vient de voir qu'ils avaient été embarqués par la police. Donc on voit bien qu'il n'aura pas nécessairement le soutien du peuple russe, même si celui-ci a des difficultés à s'exprimer. Oui, effectivement, parce qu'on parle de pouvoir autoritaire, on pourrait parler de dictature aussi. Les mots ont un sens. La défense de la démocratie, je pense que c'est clairement l'un des enjeux du conflit auquel on est en train d'assister. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron. Il l'a évoqué, il a parlé de nos valeurs, c'était à la mi-journée. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche. Protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles, où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité. Unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont fait et continuent de nous tenir ensemble. Là aussi, on est dans les symboles. Vous l'aurez remarqué, le drapeau ukrainien à côté des drapeaux français et européens. Emmanuel Macron, qui est le chef de nos armées, je le rappelle aussi, article 15 de la Constitution. Mathieu Croissando, la guerre en Ukraine, elle bouscule quand même ses plans à quelques jours d'une annonce de candidature attendue. Oui, il a été un des derniers chefs d'État à réagir ce matin au déclenchement de la guerre en Ukraine. Comme si, au fond, jusqu'au bout, il se refusait à y croire. Hier soir, le président de la République s'entretenait avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour l'assurer du soutien de la France en matière économique et en équipement défensif. Et le voilà, depuis ce matin, Emmanuel Macron, lui qui assure au nom de la France la présidence de l'Union européenne, avec une guerre sur le vieux continent, et ce, à quelques jours de l'annonce de sa candidature à la présidentielle. Alors le chef de l'État aura perdu des plumes quand même dans son aventure moscovite. Cet échec diplomatique lui a coûté sur un plan personnel comme sur un plan politique. Ses adversaires lui reprochent de s'être fait rouler dans la farine par Vladimir Poutine, alors que lui se rêvait en infatigable artisan de la paix dans le monde. Vous imaginez un peu ce que ça lui aurait permis pendant la campagne présidentielle. Après ses déboires au Mali, mais aussi dans l'affaire des sous-marins australiens ou encore au Liban, on voit que le chef de l'État attend toujours de gagner ses galons diplomatiques. Et pourtant, j'ai envie de dire, au-delà de cette fierté ravalée, il n'y a pas beaucoup de risques que les Français lui reprochent d'avoir cherché une solution diplomatique. Oui, il aura essayé. Voilà, exactement. Encore plus maintenant qu'ils découvrent, pour beaucoup d'entre eux, le caractère imprévisible et autoritaire de Vladimir Poutine. À l'inverse, on peut même se dire que la situation pourrait le servir pour sa réélection. Il y a le parfum d'unité nationale, il y a les crises qui ont toujours tendance à favoriser les présidents en exercice, parce que des Français pourront se poser la question, est-ce qu'on change de capitaine au milieu de la tempête? Lui, il surjoue le côté président protecteur. Et puis surtout, il pourrait bénéficier à plein d'un effet de comparaison. 3 de ses 4 rivaux directs, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de 10% dans les sondages, risquent une disqualification morale, sinon politique, pour avoir fait les yeux trop doux à Vladimir Poutine. Quant à la 4e, Valérie Pécresse, elle peine à convaincre qu'elle aurait fait mieux qu'Emmanuel Macron, faute de pouvoir expliquer comment elle aurait fait différemment. Mais alors il y a quand même la question du calendrier. Et oui, parce que c'est surtout en termes de calendrier que cette guerre bouscule les plans du président sortant. Lui qui avait annoncé attendre de passer le pic de la crise en Ukraine pour déclarer sa candidature en est aujourd'hui pour ses frais. Le maître des horloges s'est pris les pieds dans ses aiguilles. Merci Mathieu. Il y a une question qu'il faut poser, même si elle est peut-être un peu, je ne sais pas comment vous dire, naïve, mais Christian Lequesne, la France peut-elle faire la guerre pour l'Ukraine? C'est quand même une question qui est sous-jacente depuis le début de cette journée. Écoutez, techniquement, il n'est pas question d'engager des troupes françaises en Ukraine, comme il n'est pas question d'engager des troupes européennes de manière générale ou des troupes de l'OTAN, puisque l'OTAN est une alliance défensive. En revanche, et l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Exactement. Bon, on peut aider en envoyant des armements ou des facilités financières, et puis surtout. Il faut protéger les membres de l'Union européenne et de l'OTAN qui sont les voisins de l'Ukraine et que M. Poutine n'aime pas beaucoup. Je veux dire, bien comprendre qu'aujourd'hui, si on est polonais, balte ou roumain, on a des inquiétudes. Donc le fait d'envoyer... Et ces pays-là, pardon de vous interrompre, sont dans le giron de l'OTAN. Oui. Sont membres de l'OTAN et membres de l'Union européenne, les deux. Et ce matin, un ami tchèque me disait au téléphone, il me disait
quelle bonne idée on a eu quand même d'entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne, parce que c'est quand même notre meilleure protection. Et oui, hein. Donc je crois que c'est ça qui peut aboutir à une contribution de la France à la sécurité. Mais l'engagement de troupes sur le territoire de l'Ukraine, ça je n'y crois pas beaucoup. Ou alors il faudrait vraiment que la situation se soit détériorée terriblement. Mais d'ailleurs, je reviens vers vous, Général Trinquant, avec votre regard de militaire. On se dit, pendant que les chefs d'État occidentaux prennent la parole les uns après les autres, les chars russes, ils avancent, quoi. Il y a ce contraste. Oui, j'entendais, je ne crois pas tellement à une intervention de forces françaises. Moi, je n'y crois pas du tout. Si vous voulez, malheureusement, l'Ukraine est toute seule face à la menace. En revanche, si vous voulez, sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que l'économie ukrainienne va s'effondrer. Elle est déjà pas très brillante, mais il y a beaucoup de choses qui vont en tourner mal en Ukraine. Et s'il venait à avoir un gouvernement sur le long terme, je parle, qui ne soit pas un fantoche de M. Poutine, il faudra bien soutenir l'Ukraine. Parce que le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup d'Ukrainiens qui déjà avaient tendance à aller travailler en Pologne, à venir en Europe, qui seront naturellement bien accueillis. Mais c'est la destruction de l'Ukraine elle-même, d'une certaine façon, qu'est en train de faire M. Poutine. Donc ce n'est pas seulement un problème militaire, hein, c'est un problème beaucoup plus large que ça. Et je pense que l'intervention militaire de l'OTAN est totalement exclue, mais en revanche, effectivement, il faut protéger les pays limitrophes qui, eux, appartiennent à l'Union européenne et à l'OTAN. Mais alors justement, on parlait tout à l'heure, on comparait les puissances militaires de la Russie et de l'Ukraine. Si on compare la Russie et l'OTAN, là, c'est plus, Général Trinquant, c'est plus la même histoire. Ah mais c'est plus la même histoire. Alors, essentiellement grâce aux Américains. Parce qu'il faut reconnaître que depuis 20 ans, le président Poutine a remonté l'armée russe et nous avons joué ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Il n'y a que depuis 5 ans que le budget de la défense en France, enfin le budget des armées, remonte. Et les militaires ont tendance à dire que ça n'est qu'un budget de réparation. Il faut maintenant un budget de modernisation. Et c'est un peu vrai pour tous les pays européens. Donc, avec l'Alliance américaine, l'OTAN a les moyens. Mais il faut absolument que les Européens se réveillent. Comme vous le disiez tout à fait au début de l'émission, c'est un choc pour nous. Nous pensions que la guerre n'était plus de mise en Europe. Eh bien, il faut se réaliser qu'elle peut être de mise. Et il faut donc se préparer à affronter cette réalité. Galia Kerman, l'Ukraine dans l'OTAN, l'hypothèse a été réellement posée. Il y a eu une fenêtre d'intégration à un moment, depuis 8 ans, ou pas vraiment? Non, il y a eu une tentative d'associer. Il y a une étape préliminaire à l'adhésion à l'OTAN qui s'appelle MAP. Et donc, en 2008, il y a eu une tentative d'accueillir les Géorgiens et les Ukrainiens dans ce programme. Et c'est la France et l'Allemagne qui ont bloqué ça. Donc, depuis, il n'y a pas de progrès. Il y a un peu d'exercice commun, ceci, cela, mais ça ne va pas très loin. Donc, je pense que c'était bien sûr une très grande erreur. C'était aussi, vous savez, si on cherche dans l'histoire, je crois que la première grande erreur de l'Occident, et en particulier des Américains, a été commise en 2008, quand les chars russes ont entrepris une offensive et ont occupé 20% du territoire géorgien. Et Saakashvili, qui était président à l'époque, il espérait que les Américains le soutiendraient. Eh bien, les Américains n'ont pas bougé parce que c'était considéré, je ne sais pas, comme une affaire intérieure. Et donc, la Russie a fait son premier exploit en dehors de ses frontières. Est-ce que, vous savez, la guerre de Tchétchénie,
c'était un peu comme pour l'Ukraine, le Donbass. La Russie n'a pas permis à la Tchétchénie de s'émanciper. Elle a détruit totalement la Tchétchénie, mais elle a repris contrôle. Mais pour le Donbass, elle n'a pas permis à l'Ukraine de faire la même chose. Alors, je voudrais qu'on ouvre un chapitre consacré à la question de l'Union européenne, la réponse de l'Union européenne. Et pour ouvrir ce chapitre, la réaction de Josep Borrell, qui est le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères. L'Union européenne répondra de la manière la plus ferme possible. Le président du Conseil européen, M. Michel, a convoqué une réunion du Conseil européen ce soir qui se mettra d'accord et fournira des orientations politiques en vue d'adopter le train de mesures le plus fort. Le train de sanctions le plus sévère que nous ayons jamais mis en œuvre. Patrick Martin-Jeunier, on peut imaginer quoi? Parce qu'on est un peu dans un constat d'impuissance de réponse des démocraties avec ces sanctions économiques face, encore une fois, je me répète, mais face à l'armée russe qui avance, quoi. Alors, un constat d'impuissance, moi, je n'ai pas envie d'être défaitiste. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a pour habitude de dire que ces sanctions économiques sont inefficaces. Connaissant le Venezuela, par exemple, on a eu des sanctions économiques contre le Venezuela. M. Maduro est toujours là. Son opposition, elle est détruite, elle n'existe plus. Bon, c'est ce qui risque de se passer ici, sauf que les sanctions économiques, on nous a promis qu'elles seraient mais exceptionnelles et sans précédent. Si vous coupez effectivement l'accès de la Russie à la plateforme de paiement international SWIFT, ça va pouvoir handicaper considérablement les Russes. Si vous sanctionnez directement l'entourage de Poutine, voire Vladimir Poutine lui-même, cela peut avoir un impact parce que ce sont des gens qui ont un patrimoine immobilier et financier considérable. Je regardais par exemple la City. La City, il y a trois groupes pétrolifères, gaziers et autres qui rapportent des recettes considérables et qui versent de l'ordre de 40 milliards de dollars de recettes à l'État russe. Donc si vous privez l'État russe qui est déjà quand même affaibli sur le plan économique de l'ensemble de ces recettes, si vous privez les oligarques du Kremlin de leur patrimoine immobilier financier, ça risque de ne pas se passer correctement si nous savons faire face avec unité à ces sanctions économiques. Maintenant, effectivement, on sait que pour décider des sanctions économiques au niveau européen, il faut quand même relativement l'unanimité tout de même, et on voit bien que nous sommes sous la dépendance énergétique de la Russie, et on cite les 40% de dépendance de l'Union européenne et 60% voire plus en Allemagne. Voilà, donc c'était effectivement notre fragilité. Et de surcroît, Poutine a dit qu'il allait boycotter certains produits et que ses réponses seraient également très fortes. On se rappelle du boycott des produits agricoles français, dont on n'est pas entièrement relevé aujourd'hui au moment de l'annexion de la Crimée. Il y aura des contre-mesures, des représailles russes. Ça a été annoncé par Poutine. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard. Hein. J'ai cité la dernière réaction du président russe tout à l'heure devant un parterre d'hommes d'affaires. Une autre citation de Vladimir Poutine à cette occasion, donc c'était il y a à peu près une heure. La Russie ne veut pas porter atteinte au système économique mondial, ni en être exclue. Christian Lequesne, c'est quand même intéressant. Ce message, il le transmet devant des hommes d'affaires. C'est pas un hasard, évidemment. Ben non, il prépare les sanctions, évidemment. Il prépare les effets éventuels des sanctions. Mais fondamentalement, la question que je poserais, c'est, dans le fond, est-ce que l'économie, c'est si important que ça pour lui ? Moi, je n'en suis pas certain du tout. Moi, je pense que pour lui, pour son pays, oui, il doit faire attention parce que effectivement, le niveau de vie, etc., ça a des implications sur les élections. Mais lui, fondamentalement, je crois que c'est quelqu'un qui pense politique d'abord et qui pense honneur de la Russie, qui pense puissance, qui pense réécriture de l'histoire. D'ailleurs, le discours que nous avons eu il y a quelques jours, l'adresse à la nation russe, était un exercice de révisionnisme historique extraordinaire, où Poutine se transformait en historien en chef de la Russie. Ça, c'est souvent le cas avec les dictateurs, d'ailleurs. Voilà, à mon avis, c'est ça qui le fait vibrer.
n'est pas complètement indifférent, mais son référentiel premier n'est pas économique. Galia Ackerman, est-ce que malgré tout, on l'a évoqué, ces sanctions qui frappent les oligarques ou le premier cercle, le poutinien, est-ce qu'elles peuvent le fragiliser en interne ? Je crois. Vous savez, il y a quelques jours, le Premier ministre russe Mishustin a déclaré qu'en fait, peut-être il l'a dit par inadvertance, ou peut-être c'était justement pour qu'on l'entende, que la Russie a été bien préparée aux sanctions, que pendant quelques mois déjà, ils ont étudié comment contourner les sanctions, comment trouver des parades et comment nous frapper à notre tour. Et donc, pour que les sanctions soient efficaces, il faut une fermeté extraordinaire parce que, vous savez, qu'est-ce que c'est des milliards des oligarques qui se trouvent en Occident ? C'est, pour une grande partie, c'est pas l'argent qui dort dans les banques, c'est l'argent qui est investi dans nos économies. Et donc, vous savez, les oligarques qui sont en Grande-Bretagne, M. Johnson a promis d'en frapper 3, peut-être ils vont faire une nouvelle liste, mais en fait, il est peut-être relativement facile, encore que sur le plan juridique, je ne sais pas, de saisir de l'immobilier, mais comment vous saisissez les parts d'entreprises britanniques qui appartiennent aux Russes. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça est extrêmement compliqué et je pense que de toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que nous allons souffrir, nous aussi, les Occidentaux, et donc il faut une volonté politique très forte pour subir les conséquences des sanctions. Je reste avec vous, Galia Ackerman. Pardon de vous interrompre encore une fois, parce que cette dernière information, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, Patrick Martin-Genier, mais on a les derniers chiffres, près de 800 personnes arrêtées en Russie aux manifestations anti-guerre. On est en dernière info de cette fin d'après-midi. Donc il y a quand même des manifestations en Russie, mais elles sont réprimées à la Poutine. On n'est pas surpris de ça. Mais la question que je pose, c'est l'acceptabilité. Je vous l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je voudrais vous dire l'acceptabilité de ce conflit par une partie de l'opinion russe, quoi. Vous savez, les choses ont été très bien programmées. Maintenant, on voit que ça a suivi vraiment tout ce processus une certaine logique. Parce qu'en 2020, on a changé la Constitution. Depuis, on a adopté en Russie une pléthore de lois extrêmement répressives. Maintenant, pour la moindre chose, on peut écoper de 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison. On a détruit toute velléité d'opposition. On a interdit des organisations même aussi honorables que le Mémorial. Et pour vous dire honnêtement, le moment où j'ai entendu qu'ils vont liquider le Mémorial, je me suis dit, Poutine ira jusqu'au bout. Pour rappeler en quelques mots ce qu'est le Mémorial. Mémorial, c'est une société qui a été créée par l'académicien Sakharov, formellement enregistrée en 1989 et qui a commencé en réalité à fonctionner même avant, qui a 64 filiales dans les régions de Russie et qui s'occupe à rassembler les témoignages, les archives, enfin tout ce qu'on peut conserver et apprendre aussi sur les répressions en Union soviétique, essentiellement pendant la période stalinienne. Donc, Mémorial représentait une épine dans le pied de Poutine parce qu'il procède depuis plusieurs années à la réécriture de l'histoire. Alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est vraiment dans ce processus de réécriture de l'histoire. Au moment, je dis juste deux derniers mots, au moment où Mémorial a été liquidé, personnellement, je me suis dit, maintenant, il faut s'attendre à quelque chose d'extrêmement dramatique parce que c'est clair qu'il n'y a plus aucun frein. Et je voudrais
tout simplement rendre hommage au courage de ceux qui manifestent en Russie, parce que ça veut dire quelque chose de manifester en Russie aujourd'hui. Une autre signature de Vladimir Poutine pour conclure ce premier débat, c'est un extrait de la déclaration de la fin de nuit, tout début de matinée, à propos d'éventuelles sanctions des pays occidentaux, tout pays qui serait tenté d'intervenir. La réponse de la Russie sera immédiate. Elle vous conduira à des conséquences que vous n'avez jamais connues dans votre histoire. Général Trinquant, moi j'aime pas afficher les peurs et en rajouter, mais bon, il y a clairement une référence à l'arsenal nucléaire russe, quoi. Oui, c'est absolument très, très inquiétant. D'ailleurs, sur le nucléaire, il continue à dire qu'il y avait une menace à partir de l'Ukraine, ce qui est totalement faux, puisqu'on sait que l'Ukraine n'avait plus d'armement nucléaire du tout. Mais on ne sait plus, si vous voulez, en réécoutant son discours, je parle du premier discours d'il y a quelques jours, on ne sait plus dans quelle logique il est. Et c'est ce qui est très inquiétant. Il réécrit l'histoire complètement, en prenant des bribes d'histoire qui sont vraies. Hein. Mais vous savez, j'ai eu l'occasion d'écouter le président Milosevic serbe en Yougoslavie et Karadzic. Eh bien, en écoutant le discours du président Poutine, j'avais l'impression d'entendre les mêmes discours. On était sur deux planètes complètement différentes. Et c'est vrai que c'est très inquiétant quand en plus ce pays possède l'arme nucléaire. Un mot de conclusion, Patrick? Oui, conclusion, je veux dire, heureusement aujourd'hui que l'OTAN est là, parce qu'elle a une capacité de riposte si jamais ça devait déborder sur l'OTAN. Et on vient d'apprendre ce soir que des hélicoptères Apache étaient arrivés en Lettonie. Donc l'OTAN renforce sa présence militaire dans les pays baltes et dans les pays qui sont particulièrement soumis à un danger, parce que la Pologne est à quelques kilomètres de Lviv, là où les forces militaires russes sont arrivées. Parfum de guerre froide et de dissuasion nucléaire. Là aussi, j'imaginais pas reprononcer une phrase comme celle-là. C'est vrai, Mathieu, c'est quand même assez marquant pour notre génération de se dire qu'on revit une Et en même temps, on a quand même déjà eu une guerre de l'OTAN en Europe. Oui, il n'y a pas si longtemps dont on en parle peu, qui est quand même la guerre en Serbie. Bien sûr. C'était il y a 25 ans. Oui, c'était il y a 25 ans, mais l'OTAN a fait 78 jours de frappe avec... bien sûr, oui. Elle a été critiquée. C'était au cœur de l'Europe. Bien sûr. Je peux dire un petit mot. On a parlé tout à l'heure des conflits normatifs et vous disiez... le président Macron parlait de valeurs qui étaient les valeurs de la démocratie. Et il est évident que nous avons des modèles normatifs à défendre. Et M. Poutine a aussi son modèle normatif. Lui, c'est ordre et autorité. Et j'espère que ceux qui sont séduits par ce modèle chez nous, parce qu'il y en a, seront amenés à réfléchir un petit peu, notamment dans le cadre des élections qui se profilent. Ce sera l'un des thèmes de notre second débat. Merci de votre intervention. Merci à tous. Je vais rappeler les titres de vos livres. Christian Lequesne, La puissance par l'image, les États et leur diplomatie aux presses de Sciences Po. Patrick Martin-Genier, Vers une nouvelle gouvernance mondiale, c'est chez Studirama. Galia Ackerman, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, chez Premier Parallèle. Merci également au général Dominique Trinquant d'être intervenu avec nous en duplex. 4 nouveaux invités vont nous rejoindre. Vous avez commencé à l'évoquer également, mais on va analyser en détail les mots de Poutine, ce qu'il a employé cette nuit pour lancer l'offensive. Paranoïa et référence historique avec Hugo Lemonnier. J'ai pris la décision d'une opération militaire. En Europe, personne n'y croyait, mais il l'a fait. Vladimir Poutine engage son pays dans la guerre dans un discours empreint de référence à l'histoire de l'Union soviétique, comme lorsque le maître du Kremlin s'adresse aux militaires ukrainiens. Chers camarades, vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères ne se sont pas battus pour défendre notre patrie, pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine. Ne suivez pas ces ordres criminels. Des menaces et une rhétorique belliciste qui instrumentalise la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Un passé fantasmé, transformé en arme idéologique pour le pouvoir russe. C'est devenu une façon de galvaniser une sorte de nationalisme dans la population russe, en lui disant vous avez des droits, vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents ont combattu le nazisme, vous allez faire la même chose. Et pour justifier
une opération militaire qui, pour des Russes, est monstrueuse. C'est inimaginable d'attaquer l'Ukraine. Il y a trop de liens entre les deux pays. Et dans son discours, le président russe prévient. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Une menace qui acterait l'échec de la dissuasion occidentale. Poutine fait partie de ces dirigeants dont la politique est brutale, volontiers autoritaire, qui testent et qui jaugent en permanence l'adversaire ou le partenaire aux négociations pour savoir jusqu'où lui peut aller. Il joue sur ce qu'il croit être, alors à juste titre ou pas, on verra bien, les faiblesses de l'Occident, les faiblesses d'un Joe Biden aux États-Unis, les faiblesses par manque d'unité, voire de volonté de l'Europe, qui pour l'instant n'assume toujours pas son statut d'Europe puissance, et il pousse les feux. Jusqu'où ira-t-il cette fois-ci? Seul Vladimir Poutine semble savoir. Notre édition spéciale consacrée à la guerre en Ukraine continue sur Public Sénat dans ce sens public avec mes invités. Gérard Longuet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur LR de la Meuse, ancien ministre de la Défense, président du groupe d'amitié. Hélas, président du groupe d'amitié France-Russie. Oui, on en parlera. Vous dites hélas et vous nous expliquerez pourquoi. Patricia Lémonière, bonsoir. Bonsoir. Journaliste spécialiste des questions internationales et géopolitiques. Christian Macarian, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur de politique internationale au magazine Le Point et éditorialiste sur Radio Notre-Dame. Mathieu Croissando, toujours à mes côtés, évidemment. Gérard Longuet, pourquoi vous dites hélas, président du groupe? Parce que j'aurais tellement aimé qu'il y ait une situation stabilisée entre l'Europe et la Russie, de l'Atlantique à l'Oural, et manifestement, on a raté les occasions depuis 20 ans, et là, je crois qu'on va mettre 20 ans à les retrouver. Mais vous dites tort partagé ? Parce que là, on est très centré sur, forcément... Oui, dans l'actualité. Celui qui comme le disait votre chroniqueur, M. Engel, d'une façon très pertinente, en effet, Poutine est un joueur qui sait évaluer son adversaire et qui s'est progressivement, depuis 20 ans, durci. Il a été le Premier ministre d'Helsinki, il était assez différent. Et nous n'avons pas évalué sa réaction. On l'a traité de loin, épisodiquement. Il aurait sans doute fallu plus de pression permanente. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est facile de le dire après. Oui, évidemment. Patricia Lémonière, que veut Poutine? Là aussi, c'est difficile de répondre à cette question. On essaye tous, et c'est un peu l'objectif de ce début de second débat, on essaye tous un peu de rentrer dans son cerveau, pas simple. Alors, c'est pas simple. J'ai envie de vous dire 3 choses que l'on peut remarquer. C'est que le système se construit depuis un certain temps. On voit que depuis une dizaine d'années, il a refondé complètement son armée. Il en a fait une armée moderne avec des armes très puissantes. Il s'est essayé en quelque sorte sur le terrain syrien. C'est une chose. D'un autre côté, sur un plan économique et financier, il s'est aussi préparé aux sanctions. Il a une cagnotte énorme. Il a 500 milliards de cagnotte. Il a un fonds de pension, 130, 150 milliards. Et puis aussi plus important, parce qu'il sait qu'il s'est préparé à ces sanctions. Il s'est préparé à ces sanctions en se disant, s'ils veulent m'éloigner du système monétaire international, eh bien je vais jouer sur les crypto-monnaies et sur le black market. Et là, il a créé une usine à crypto-monnaies pour lui, qui va lui permettre de faire comme la Corée, de faire des échanges dans le monde de la crypto-monnaie. Donc on a l'impression que cet homme, en fait, s'est préparé à nos trains de sanctions, s'est préparé militairement à faire qu'une bouchée de l'Ukraine, et nous, on a laissé faire en quelque sorte. On l'a vu, mais on s'est dit non, finalement il ne va pas le faire. On va arriver à négocier. Et je trouve que les négociations qu'il a menées, j'en finirai là, par ça, les négociations qu'il a menées, c'est 2 derniers mois, en quelque sorte, c'est extraordinaire. C'est un grand joueur. Et ça lui a permis de finir l'encerclement complet de l'Ukraine et de montrer à son peuple que il voulait pas la guerre, puisqu'il accueillait des chefs d'État qu'il était prêt à négocier. Donc c'est ce double langage qui est vraiment très fort. Oui, et on n'a pas mesuré qui était Poutine. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps... Alors où veut-il aller? Que pouvait-on faire d'autre? Mais j'y reviendrai, Christian Macarian, parce que à part intervenir militairement, on ne pouvait jouer que la carte démocrate de la diplomatie à ce moment-là. Il fallait surtout
faire attention et prêter beaucoup plus d'intérêt à ce qui se passait en Russie. Nous avons été coupables de fainéantise intellectuelle. Parce que ce régime est fondé sur une idéologie. Cette idéologie, elle est inconnue de nos élites, parce qu'ils ne la travaillent pas. Or, les documents sont publiés, ils sont consultables. Je vais vous en donner un seul exemple. Il y a un homme, jeune homme d'ailleurs, pas forcément très âgé, qui s'appelle Alexandre Sourlov, et qui a écrit un article qui s'appelle « L'étalon de Poutine ». C'est pas un jeu de mots, l'étalon, c'est bien l'État, donc E-T-A-T, long, L-O-N-G. Donc l'étalon, c'est ce que Poutine a mis en place, effectivement, par la dernière réforme constitutionnelle de 2020. Si il en a envie et s'il n'a pas d'ennui dans son pays, avec l'opinion publique, on ne sait jamais. A priori, elle est complètement captive. Mais, vous savez, hein, il a prévu donc, de rester au pouvoir jusqu'en 2034. C'est ça l'étalon. Or, cet État-là... il est déjà là depuis plus de 20 ans. Oui, il faut partir, à mon avis, de cela. C'est ça. Alors qu'il est là depuis 2000, exactement. Il a pris ses fonctions en janvier 2000, élu fin de l'année 99. Hein. Donc, si vous voyez les choses comme ça, il ne peut pas occuper cet espace et ce laps de temps sans faire quelque chose d'absolument majeur, puisque ça le mettrait, s'il restait jusqu'en 2034... au-delà de tous les records, tsars et dirigeants communistes compris. Donc il y a quelque chose là d'essentiel, et Sourlov, dans ce fameux article « L'étalon de Poutine », explique déjà, ça date de 2018, hein, cet article, de l'été 2018, explique déjà dans cet article, nous devrons affronter le reste du monde, les Occidentaux, et nous devons accepter que la marche de la Russie se fera ainsi, de façon conflictuelle. Voilà. Et je crois que ça, quand on voit ça, c'est un soubassement qui explique en grande partie, moi j'aime pas faire le psychologue, rentrer dans la tête de Poutine ou pas, j'en sais rien du tout. Je l'ai rencontré personnellement 3 fois en tant que journaliste. Je peux vous traduire mes opinions, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un homme qui ne laisse rien filtrer, donc c'est dans sa intériorité que réside sa détermination absolue. Et c'est cette détermination derrière laquelle il y a toute une génération. Il y a des jeunes avocats, il y a des intellectuels, il y a des cinéastes, il y a toute une sphère culturelle pro-Poutine. Non, je voulais simplement dire que la Russie, ce sont aujourd'hui encore plus de 17 millions de kilomètres carrés, avec des ressources à peu près illimitées pour vivre en autarcie. Pas vivre bien, mais pour vivre en autarcie. Et c'est évidemment une tentation extrêmement forte chez Poutine pour obtenir par des moyens que les autres ne veulent pas utiliser. Et je crois qu'on a pêché de 2 façons différentes. Je suis d'accord avec vous sur le déficit intellectuel. On ne s'intéresse pas assez à la Russie, on ne s'est pas intéressé suffisamment à l'Ukraine, qui est un pays compliqué et qui n'a pas rendu les choses très faciles et qui a justifié d'une certaine façon, à certains moments, l'absence de fédéralisme ukrainien prévu dans les accords de Minsk ont créé un très mauvais climat. Et il y a eu chez de nombreuses voix de l'OTAN l'idée que, après tout, pour les Ukrainiens, que les Ukrainiens, en étant en difficulté, auraient plus de chances de rentrer dans l'OTAN. Donc tout le monde a joué la tension, ce qui est évidemment extraordinairement dangereux. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a quand même eu un événement, la Crimée, en 2014, qui était quand même relativement annonciateur de ce que pouvait faire et du culot qu'il pouvait avoir et de la façon dont il pouvait s'imposer. La Crimée, c'est sur le plan militaire un peu l'inverse. C'est une opération ultra rapide, un blitzkrieg. Tout de suite derrière un référendum international et tout le monde lui laisse. Oui, mais la Crimée, vous le savez, avait été rattachée à l'Ukraine par Khrouchtchev en 1954. Oui, mais là, il dit on va rattacher l'Ukraine parce qu'elle a été décidée par Lénine. C'était un peu plus artificiel quand même. Là, M. Longuet, à juste titre, souligne que l'Ukraine est un pays compliqué. On parle une langue à l'ouest proche du polonais, mais la langue même, à l'intérieur de la langue ukrainienne, la langue qui est parlée à Kharkov, de l'autre côté, n'est pas tout à fait la même. Et puis après ça, il faut rajouter le russe. Donc c'est la religion. Et la religion. Les uniates sont rattachés à Rome. Les gréco-catholiques aux orthodoxes. Je reprends la main une seconde pour entendre Vladimir Poutine. L'une de ses toutes dernières déclarations, c'était en cette fin d'après-midi, on en parlait dans notre première partie, face à ces hommes d'affaires russes. C'est très court. Écoutez Vladimir Poutine.
Ce qui se déroule actuellement relève de mesures contraintes, car on ne nous a laissé aucun autre moyen de procéder autrement. Voilà, il inverse la charge de la culpabilité c'est un gag. En quelque sorte. Mais bien sûr, mais c'est un gag, en même temps, c'est la rhétorique de Poutine depuis des jours. C'est un gag insupportable. Mais oui. C'est un gag insupportable, si vous voulez. Lorsque le mur de Berlin est tombé, moi, c'est un événement le plus important de ma vie politique. Je me suis dit, bon, ça y est, on va pouvoir construire un grand espace de l'Atlantique, non pas seulement à l'Oural, mais au Pacifique, qui va être un facteur, une zone d'échange, de paix, de sérénité. On l'a raté. Et pour ma génération, c'est quand même un cadeau de Dieu, enfin de Dieu, de la vie en tous les cas, dont nous n'avons pas su tirer profit. Et je suis obligé de dire qu'on a toujours, vous savez, comme dans les ménages, il n'y a pas d'innocent dans une scène. Eh bien là aussi, il n'y a pas d'innocent dans les relations entre l'Europe et la Russie. On a fait preuve d'une certaine arrogance. Souvenez-vous les propos d'Obama vis-à-vis de ce territoire presque secondaire, enfin de cette puissance. Mais oui, parce que la Russie, ce ne sont que 140 millions d'habitants, c'est-à-dire moins que l'Allemagne et la France réunies. Donc une rage. Oui, alors une rage que l'on comprend et enfin que vous nous décrivez en tout cas. Avec nous, je le vois sur mon écran de contrôle, Vladimir Fedorovski, ancien diplomate russe, écrivain. Je cite votre dernier livre, tiens, Amour et inspiration, muse, artiste et collectionneur aux éditions Ballant. De l'art, ça fait aussi du bien. Vladimir Fedorovski, il y a 2 jours, vous disiez que l'état-major russe était contre une intervention à Kiev. Bon, la démonstration, c'est que c'est... Oui, mais c'est Poutine qui décide. Je m'en tiens. Je m'en tiens qu'ils ne vont pas aller, à mon sens, ils ne vont pas aller à Kiev, mais il a fait une opération d'envergure majeure. Vous savez, comme j'ai des origines, mon père était un grand Ukrainien, héros de la guerre d'ailleurs, et j'étais très inquiet. J'ai fait vraiment une recherche approfondie. Et je ne pense pas d'ailleurs qu'ils vont aller à Kiev, mais ils ont fait une opération d'une très grande envergure, assez réussie d'ailleurs, contre les installations de commandement, contre les aéroports, contre les radars, etc., en l'espace de quelques minutes. Et ça me déchire. Monsieur Longuet, il a raison. Je me souviens toute ma vie que j'ai consacrée à la sortie de la guerre froide. Et on arrive à quelque chose de plus grave que la guerre froide, à mon sens, à la rupture définitive. On est tous fautifs, c'est vrai. Moi, je me rends fautif qu'on n'a pas fait assez. Il y avait cette période de la sortie du communisme. On a su détruire le mur. Et après, il y avait des erreurs majeures. Mais ça nous ramène à la situation réelle. Je pense que ce sera quelque chose de pire que la guerre froide. Il y aura, Poutine, il a contribué à renforcer l'OTAN, mais l'OTAN a renforcé Poutine. Il y aura une alliance militaire et économique entre la Chine et la Russie, 2 blocs qui seront créés, assez importants éventuellement d'ailleurs avec l'Iran. Les Russes, ils vont vivre les sanctions. Ils ont, vous savez, il y aura une baisse de mes niveaux de vie tout à fait significatif, mais vous devez comprendre que sous Eltsine, ils ont vécu 10 fois moins bien que sous Poutine, alors ils vont perdre beaucoup maintenant avec les sanctions. Et puis ça va provoquer les soubresauts majeurs, le gaz plusieurs fois plus cher, à mon sens, le choc pétrolier, tout ça, ça devient prévisible pour ramener à cette idée que je développais ces derniers jours. Il y a plusieurs solutions maintenant. Il y a la guerre, peut-être même la guerre mondiale, qui sait. Il y a les sanctions qui vaut ce qu'il vaut. À mon sens, ils ne donneront pas le résultat. Et ce sera nécessaire tôt ou tard revenir à la diplomatie. Hélas, ce sera très difficile. Et c'est pour ça que finalement, vous avez beaucoup tapé sur le président Macron ces derniers jours en disant qu'il était piégé par Poutine. Mais en soi, la démarche de Macron, il n'a pas d'alternative. Et tôt ou tard, il faudra revenir
à la démarche de la diplomatie, ce sera très très difficile maintenant. Et ça me déchire à la fois comme russe, ukrainien et combattant de la sortie de la guerre. Merci de votre analyse, Vladimir Fedorovski. Merci d'être intervenu dans ce Sens Public. Je voulais entendre effectivement votre voix. C'est vrai que le temps de la démocratie, ça fait 2 fois que j'ai le lapsus, il est intéressant, le temps de la diplomatie, Patricia Lémonière, là, à l'instant T, on ne le voit pas réapparaître. Non, mais c'est logique. Quand il y a une offensive, là on est dans la phase d'offensive militaire, l'offensive se déroule jusqu'à ce que celui qui mène l'offensive décide de bloquer, de stopper l'offensive et de voir où sont ses pions. Et c'est à ce moment-là qu'il peut décider ou non, bon, on va négocier. Mais c'est que quand il a marqué les points qu'il voulait obtenir, bon, sauf s'il est en difficulté, mais là on le voit difficilement en difficulté, vu qu'entre l'armée ukrainienne et l'armée russe, il y a une marge qui laisse toute latitude, disproportionnée, qui laisse toute latitude à l'armée russe. Donc je crois que Vladimir Poutine ira là où il a décidé d'aller sur le terrain. Et après, il pourra s'ouvrir aux autres. D'ailleurs, il l'a dit. Il a dit, je ne suis pas fermé à la négociation. Mais c'est la négociation selon ses termes. C'est-à-dire, c'est très différent. C'est-à-dire, voilà, maintenant... La difficulté de la ligne suivie par Poutine, c'est que, et ça, les Occidentaux l'ont souvent pas compris, ce n'est pas où on s'assoit et on discute et on arrête les hostilités, ou alors on entame les hostilités et on cesse de se parler. C'est les deux en même temps. Or, Poutine, et là, c'est tout à fait criant, ourdissait son plan, fourbissait ses armes alors même qu'il discutait avec les Occidentaux, que ce soit Emmanuel Macron ou même Joe Biden. Donc, le chancelier allemand. Ou le chancelier allemand. Donc il les a reçus tout en préparant son offensive majeure. Et la difficulté, elle est là, c'est que si on dit la diplomatie doit reprendre, n'est-ce pas, possession du débat, ça n'empêche pas dans son esprit à lui que la guerre continue. Mais d'ailleurs, Gérard, de toute façon. Oui. Gérard Longuet, c'est intéressant parce que si on se projette à plus long terme, Poutine prend le risque de se mettre hors système d'une certaine façon, de s'exclure de l'ordre mondial. C'est exactement ce qu'il accepte parce qu'il ne craint pas cette exclusion. Je reviens sur cette réalité, c'est un territoire immense qui peut s'organiser dans l'autarcie, qui vivra moins bien, mais qui vivra. C'est pas le Benelux qui a besoin d'échanges, c'est pas Hong Kong ou même Taïwan, c'est un pays qui peut vivre sur lui-même pendant des décennies. C'est un pays qui produit la totalité. Et vous avez tout à fait raison, Patricia. La Chine est là pour lui apporter. C'est très intéressant. Je vais vous donner la parole sur la Chine. Le monde turc. Alors ça, c'est un peu. Le monde turc, c'est différent. C'est différent parce que Erdogan est en train de se dire, oh là là, ça tourne vinaigre cette histoire. Ses alliés réfléchissent un peu. La Chine. Macron vient de l'avoir au téléphone, Erdogan. Alors, il a eu raison. J'y arrive. La Chine, réaction que l'on guette les uns et les autres depuis ce matin. Je vous propose la porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying. Elle refuse d'employer le mot invasion. Regardez. C'est une façon typique pour les médias européens et américains de poser des questions en utilisant le mot invasion sur la base d'idées préconçues. Ce que je peux vous dire, c'est que la Chine suit de près l'évolution de la situation et nous appelons également toutes les parties à faire preuve de retenue pour éviter que la situation ne devienne hors de contrôle. C'est fascinant, l'art des mots, de la sémantique de certains diplomates. Patricia Lémonière, mais si on veut comprendre l'équation, il faut intégrer la Chine quand même. Il faut totalement intégrer la Chine. Et la Chine alors, dans cette équation, dans cette partie qui est en train de se jouer, on a la Chine avec son petit regard sur Taïwan. On a Joe Biden qui se dit, si je loupe l'Ukraine, après je vais louper Taïwan. Et on a... Vladimir Poutine, qui est en faiseur de roi pour l'instant. Mais la Chine, ces derniers temps, c'était très intéressant de voir. D'abord, il y a eu la séquence aux Jeux Olympiques. Alliance scellée entre nos deux chefs d'État, chinois et le chinois disant à Poutine, tu peux y aller. Grosso modo, c'était ça. Et puis après, on a vu à Munich en particulier, le ministre des Affaires étrangères chinois dire... Voilà, on est contre tout ce qui est invasion. Nous sommes, enfin pas invasion, il a dit l'intégrité territoriale. Nous sommes favorables au maintien de l'intégrité territoriale. C'était très important. Mais c'est vrai que la Russie a des difficultés en ce moment et que nous comprenons ses intérêts géopolitiques. Et puis là, aujourd'hui, cette déclaration, donc la Chine, je crois, est gênée
Parce que le fond de la pensée chinoise, c'est de dire non-intervention dans l'affaire des États, en théorie. Oui. Parce que pour la Chine, Taïwan, c'est pas un État, hein. Taïwan, c'est juste chinois. C'est la Chine. Donc là, l'Ukraine, qu'est-ce que c'est pour la Russie? Est-ce que c'est qu'une province comme Taïwan ou c'est un État? Dans ce cas-là, si c'est un État, la Russie ne doit pas intervenir. Donc la Chine est gênée. Il y a quelque chose de très important qui se joue entre la Russie et la Chine, c'est que dans l'esprit des idéologues russes, la Russie a encore pour quelques années l'avantage militaire, notamment un très fort arsenal nucléaire, une armée très puissante que Poutine a énormément modernisée depuis l'offensive en 2008 en Géorgie, qui a montré une armée russe famélique, désordonnée, sale et mal tenue. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas. Et il s'est doté d'armements diminué en effectif, mais en effet beaucoup plus moderne. C'est ça. Il a des armes hypersoniques, des chars. Alors tout ça ne nous intéresse plus, nous, puisque nous produisons plus. Nous sommes plus sur ce type de schéma-là militaire. Nous sommes beaucoup plus vers la projection. Mais néanmoins, ça compte. On va être obligé de réfléchir. On va être obligé peut-être de reconsidérer nos choix. Mais ce que je voulais vous dire, c'est, à mon avis, c'est un point très important de rapprocher la Russie et la Chine, parce que pour les Russes, ils ont encore une seule supériorité sur la Chine, c'est la supériorité militaire. Pour tout le reste, financièrement, économiquement, technologiquement, la Chine a écrasé à plate couture, a vaincu à plate couture la Russie. Donc, déclencher une guerre, c'est un moyen aussi pour les Russes de remonter dans leur statut et de tenir la dragée haute aux Chinois. Si Alors, dans ce débat, on essaie de se projeter, évidemment, de prendre un peu de recul ou d'avance sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Là, je vous voyais réagir, Gérard Longuet, vous dites qu'il faut revoir peut-être notre doctrine militaire, c'est ça? Absolument, on est obligé de réfléchir. Après la chute du mur de Berlin, je me souviens de Laurent Fabius parlant des dividendes de la paix. Il était ministre de l'économie, il parlait des dividendes de la paix, et on avait envie de lui faire confiance et de le suivre en disant c'est vrai, le territoire français, le territoire européen, même le territoire européen n'est pas menacé d'occupation. Aujourd'hui, on a le droit de se poser la question. On a le droit de se poser la question parce que le raisonnement qui vaut pour l'Ukraine, il risque un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, de valoir pour la Finlande, pour les pays baltes, que sais-je, pour la Moldavie, la Transnistrie, qui pour l'instant est une zone russe, mais pas officiellement. Et donc là, il y a une vraie question, parce que nous savons, l'armée anglaise et surtout l'armée française savent se projeter, vous l'avez évoqué, mais pour des combats très inégaux. S'il faut se farcir du 155 ou du char, on n'a pas les effectifs. On a la technique, mais on n'a pas les effectifs. Sur le contrôle aérien, là aussi, c'est très intéressant. Parce que nous avons des appareils qui sont certainement supérieurs au système russe, mais quid du contrôle du théâtre d'opération et en particulier de tout ce qui est balistique anti-satellite. Là, ce qui est très impressionnant, c'est qu'en l'espace d'une matinée, le ciel de l'Ukraine est devenu entièrement russe. Oui, alors je vous rassure, on a fait la même chose en 3 heures en Libye. Je me souviens de mon collègue allemand de la Mazière qui me disait « Ah oui, non mais vous êtes fous, la Libye a plus d'avions de guerre que vous, il nous réunit. » Ce qui était mathématiquement possible. En 2 heures, ça a été réglé. Celui qui attaque, Israël l'a prouvé lors de la guerre des 6 jours, celui qui attaque avec un peu de technologie a un avantage considérable. Un avantage stratégique. Après, évidemment, les ennuis commencent, car on ne gagne jamais une guerre avec les seuls avions. Non, comme dit Clausewitz, la guerre étant une discipline d'exécution, la victoire n'est jamais acquise. Oui, et puis de son temps, l'aéronautique était moins importante. On est bien d'accord. On va parler des conséquences quand même sur la campagne présidentielle française, parce qu'il y en a, et puis sur le rôle du Parlement, ce qu'attend le Parlement dans ce dossier. Mais j'ouvre une courte parenthèse pour poser la question des Français qui vivent en Ukraine. 700 Français, il y en a 1000 déclarés, mais il en resterait 700. Je vous propose d'entendre une réaction, celle de David Franck, conseiller des Français de l'étranger en Ukraine. Il faut répondre d'une façon de laquelle il va comprendre, Poutine, qu'il ne peut plus avancer. Et il n'y a que, par exemple, en intégrant l'Ukraine en Union européenne, en envoyant des soldats, en s'impliquant, qu'on peut lui dire stop. Il faut lui dire stop, et un fou, il ne comprend pas tant qu'il ne le voit pas. Gérard Longuet, c'est...
peut entendre un discours comme celui-là, sauf que si on est pragmatique... Je vais vous dire, on a eu 59 morts au Mali. L'unité de compte, c'est 100 morts par jour pour des unités engagées sur un terrain comme l'Ukraine. Je pense que l'opinion française et l'armée française ne sont pas prêts à accepter un tel risque. Bon. Alors, on va parler, je propose à Alexandre Poussard de me rejoindre. Pardonnez-moi d'être direct. Non, mais c'est ce qu'on disait dans la première partie de l'émission, on est assez d'accord. La guerre qui fait réagir au Parlement, Alexandre, et évidemment ici au Sénat. Oui, ce matin, dans l'hémicycle du Sénat, le président du Sénat, Gérard Larcher, a pris la parole pour dénoncer cette invasion russe. On va l'écouter. Au nom du Sénat tout entier, je souhaite condamner avec la plus grande solennité cet acte de guerre intolérable qui met en péril la sécurité de notre continent et exprimer notre solidarité au peuple ukrainien injustement agressé. Et ce matin, dans l'hémicycle, plusieurs groupes politiques du Sénat ont demandé l'organisation d'un débat au Parlement sur cette guerre en Ukraine. Et puis, les sénateurs souhaitent davantage d'informations de la part du gouvernement sur l'évolution de la situation et sur les décisions européennes qui vont être prises. On va écouter Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. J'ai demandé ce matin au Premier ministre d'avancer de 24 heures le comité de liaison parlementaire qui était prévu demain après-midi et qui me semble indispensable de réunir dans les meilleurs délais. Je souhaite que nous puissions avoir un débat très vite. Nous sommes encore en session, quelle que soit la pause. Un débat très vite organisé par l'exécutif devant le Parlement qui doit être informé de la situation internationale qui, bien sûr, nous impacte directement. Alors les parlementaires ont plutôt été entendus puisque dès demain à 14h30, un message du président de la République Emmanuel Macron sera lu simultanément dans les deux assemblées. À 16h30, il y aura effectivement un comité de liaison à Matignon entre le gouvernement et le Parlement. Et puis mardi prochain se tiendra un débat au Parlement sur cette guerre en Ukraine. En tout cas, dans le contexte de la campagne présidentielle, le sénateur Les Républicains Roger Karoutchi, par ailleurs soutien de Valérie Pécresse, a lancé un appel à l'unité de la classe politique. On va l'écouter. Nos positions politiques et même en campagne électorale, on a une nécessité d'unité. Qu'il y ait un débat parlementaire, c'est tout à fait logique et normal en fonction des évolutions dans les jours qui viennent, mais que chacun garde profondément à l'esprit que quand il y a des milliers de morts, on ne se divise pas. Voilà, message d'unité de la part de Roger Karoutchi. Et sachez que demain, c'est une journée importante au Sénat sur cette question de la guerre en Ukraine, puisque seront réunis les parlementaires des 27 États membres de l'Union européenne pour une conférence sur la sécurité et la défense européenne. Alors, c'est un peu un hasard du calendrier, c'est dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Mais donc, du coup, cette conférence prend tout son sens avec la guerre en Ukraine et elle sera à suivre sur Public Sénat demain dès 9h. Merci Alexandre pour ces informations. Alors ça peut sembler un peu futile de se poser ces questions, mais c'est justement le modèle qu'on défend et qui hérisse le poil de Vladimir Poutine, c'est le modèle démocratique. Qu'est-ce que vous attendez de ces échanges et du fait que il y a un message présidentiel, c'est la première fois sous cette forme depuis 20 ans, c'était 2002 avec Jacques Chirac la fois précédente. Emmanuel Macron aurait peut-être pu aussi se présenter devant le Congrès à Versailles, c'est ça ? J'avais demandé le Congrès, mais cette formule n'est pas mauvaise non plus. Elle est plus directe, plus immédiate, plus facile à organiser. Non, je crois que ce qui est important, et Roger Karoutchi l'a dit, c'est d'exprimer un sens des responsabilités devant une adversité qui frappe toute l'Europe et les Français d'une façon égale. Alors, il est vrai que la campagne présidentielle aurait pu rendre les choses plus compliquées. Je note que Valérie Pécresse a beaucoup de civisme et dit des choses extrêmement raisonnables qui permettent à la France d'avoir une position extrêmement rassemblée. Il n'y a pas beaucoup de poutinistes si l'on accepte les ambiguïtés des deux candidats d'extrême droite. Justement, parlons-en avec vous, Mathieu. C'est vrai qu'il y a plusieurs candidats qui s'affichaient, on va dire, ouvertement pro-russes dans la campagne. Comment ils ont réagi ce matin ? On les sent un petit peu moins à l'aise, tout d'un coup, les admirateurs du maître du Kremlin, car c'est quand même tout à fait inédit dans l'histoire politique française. Plusieurs candidats n'ont pas caché leur tropisme pro-russe depuis le début de la campagne. Alors c'est pas comme autrefois, je le dis pour nos jeunes téléspectateurs, on les trouvait autrefois essentiellement partisans
communiste. Oui. On était alignés sur Moscou. En 2022, c'est sur les deux bords de l'échiquier politique que l'on trouve les candidats les plus russophiles. Alors malgré son pédigré de dictateur, comme disait hier soir Valérie Pécresse avant d'édulcorer son propos, Vladimir Poutine a longtemps fasciné, et il le fascine encore, des profils comme aussi différents que Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon. Et alors ces deux derniers se sont d'ailleurs illustrés pour trouver des circonstances atténuantes au maître du Kremlin, quitte à se retrouver un petit peu aujourd'hui en porte-à-faux. Écoutez par exemple ce que disait Éric Zemmour le 9 décembre dernier sur France 2. La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Sur l'Ukraine, le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. Pour un candidat qui vise la présidentielle, c'est ce qu'on appelle un peu manquer de pif quand même. Écoutez surtout ce qu'il disait aussi ce matin. Comme d'autres, y compris les Ukrainiens eux-mêmes, j'ai cru que Vladimir Poutine ne franchirait pas cette ligne rouge, car une solution pacifique pouvait être obtenue. L'urgence désormais est de faire taire les armes. J'appelle solennellement le président Macron à se rendre à Moscou puis à Kiev pour proposer la médiation de la France afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat. Entre nous, c'est exactement ce qu'a tenté Emmanuel Macron avant que la guerre ne se déclenche. L'ancien polémiste a même dit qu'en gros, nous sommes tous responsables, a-t-il dit, renvoyant un peu Russes et Occidentaux dos à dos dans cette escalade. Pardon, mais non. De la part d'un candidat à la présidentielle, c'est proprement quand même hallucinant. L'Ukraine, c'est un État souverain, c'est un État démocratique qui reste libre de choisir ses alliances. On peut pas dire que nous sommes tous responsables de ce qui se passe depuis ce matin. Ce chemin escarpé, c'est aussi celui qu'emprunte Jean-Luc Mélenchon, je le disais. Lui, il est tout à sa détestation des Nord-Américains, comme il le dit. Il a longtemps cherché à Vladimir Poutine des circonstances atténuantes. C'était d'ailleurs le cas, regardez, le 30 janvier dernier sur France 5. Je considère que ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont dans la position agressive et non pas la Russie. J'admets que ça puisse choquer, mais je voudrais dire pourquoi. Parce que la Russie a des intérêts comme pays, et ça nous intéresse de connaître ses intérêts, elle ne peut pas accepter que l'OTAN arrive à sa porte. Quand le président de la République commence par dire « nous protégerons, nous garantirons l'intégrité territoriale de l'Ukraine alors que la menace n'existe pas », ce que disent les Ukrainiens eux-mêmes, je dis qu'il fait une bravade qui ne nous mène nulle part. C'est dur parfois d'être confronté à ce qu'on a dit. Et écoutez, ce matin, changement de ton. Mon devoir comme responsable politique français est de dire à quel point l'attaque russe contre l'Ukraine est insupportable, quels que soient les motifs qui puissent être invoqués dans le passé récent. Les Russes, la Russie de M. Poutine prend l'initiative de provoquer un recul incroyable de l'histoire sur le vieux continent. Vous avez entendu quand même, hein, il condamne quels qu'en soient les motifs. Alors là, on tombe de notre chaise. Les motifs, ils ont été annoncés par Vladimir Poutine. Démilitarisation, dénazification. Oui. Là, c'est du délire. Quant à Marine Le Pen, qui qualifiait lundi la décision de Vladimir Poutine de reconnaître les républiques fantoches du Donbass de décision éminemment regrettable, 12 euphémismes. Elle a surcondamné aujourd'hui sans ambiguïté cette opération militaire, c'est pas une guerre, 12 euphémismes bis. Je disais ambiguïté, évidemment, dont on ne sort jamais qu'à son détriment, comme vous le savez, et ce qui explique sans doute un peu les contorsions gymnastiques de tous nos candidats pro-russes. Dénazification, je rebondis sur ce mot. C'est intéressant quand on analyse le discours de Vladimir Poutine cette nuit, enfin à 6h du matin. Ces deux mots contiennent toute l'intention russe et toute l'offensive poutinienne. La démilitarisation, ça signifie un message clair à envoyer à l'OTAN, un message de force, écraser avec un marteau l'appareil de défense ukrainien, et voire pire, puisque la Russie vient de s'emparer, par exemple, des restes de la centrale de Tchernobyl, haut symbole quand même. Donc ça, c'est pour la démilitarisation. Et dénazification, ça signifie pour les Russes frapper la branche droite du paysage politique ukrainien, ultranationaliste, qui est la branche qui a fait obstacle à l'exécution des accords de Minsk, c'est-à-dire ces ultranationalistes ukrainiens qui ont empêché Poroshenko, mais aussi Zelensky, de négocier avec les Russes
pour en sortir et pour concéder ce qui est prévu dans les accords de Minsk. Il faut bien le dire, il y a 13 points dans ces accords, et parmi les 13 points, il est précisé noir sur blanc qu'il faut concéder une autonomie je vais vous donner la parole juste après, culturelle, administrative et politique aux républiques séparatistes. Je dois vous interrompre et j'explique, je suis transparent avec nos téléspectateurs. On a Sonia Dridi qui est avec nous en duplex de Washington. Alors on enregistre cet entretien en fin d'après-midi ici en France. On attend une prise de parole de Joe Biden. Quel est l'état d'esprit aux États-Unis ce soir ? Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes et d'ailleurs, il y a peu, un officiel du Pentagone a dit qu'on assistait en ce moment à la phase initiale seulement de cette opération militaire russe en Ukraine, et cet officiel a aussi dit que l'intention de la Russie, c'était de décapiter, je cite, le gouvernement à Kiev et de mettre en place son propre système de gouvernance, donc un gouvernement fantoche. Alors, en effet, Joe Biden doit s'exprimer d'ici peu devant les Américains pour annoncer quelles vont être les conséquences pour la Russie après cette opération militaire en Ukraine. Alors certains évoquent possiblement l'éventualité de couper la Russie du système SWIFT qui permet aux banques de faire circuler de l'argent, mais la porte-parole de la Maison-Blanche, par exemple, a dit il y a peu que c'était encore une option sur la table, même si c'est considéré par certains comme une option nucléaire, entre guillemets, parce que ce serait une escalade majeure. D'autres évoquent possiblement des sanctions dirigées contre Vladimir Poutine directement, ou encore interdire les exportations vers la Russie d'équipements avec des composantes américaines. Selon la chaîne CNN, Washington pourrait aussi annoncer le déploiement de troupes supplémentaires américaines en Europe de l'Est. On sait déjà que 800 soldats américains qui se trouvaient en Italie ont été redéployés vers les pays baltes, et pour l'instant, Washington assure que ce sont des mesures défensives. Joe Biden a dit et répété qu'il n'avait pas l'intention de combattre la Russie en Ukraine. Merci Sonia Dridi, correspondante de France 24 à Washington. C'est intéressant parce qu'on était déjà sur cette thématique dans notre premier débat. Patricia Lémonière, on touche quand même les limites de la réaction possible d'une démocratie même la plus puissante au monde face à une invasion. Ah ben, totalement, vous avez entièrement raison. Et là, que feront les démocraties comme les nôtres, comme la démocratie américaine, si effectivement les troupes russes arrivent à Kiev, changent le gouvernement, ou sans même arrivent à changer le gouvernement. Et je crois que c'est le but ultime de Vladimir Poutine, d'avoir un homme à sa botte. Donc à partir de ce moment-là, on aura exactement la situation où un État extérieur intervient et change la direction d'un autre État, avec les conséquences que ça peut vouloir dire pour une partie de la population qui pourrait ne plus se reconnaître dans cet État et qui voudrait pouvoir partir dans les pays voisins, Roumanie et Pologne. Et là encore, il faudra gérer cet afflux peut-être temporaire, mais cet afflux effectivement de gens qui voudront fuir le pays. Il faut y penser, il faut penser plus loin que l'immédiateté. Bien sûr. Non, je voulais simplement rappeler que dans le cadre des accords de Minsk, des textes organisant le fédéralisme en Ukraine avaient été réfléchis et proposés, et qu'il y avait eu un vote en première lecture sur une loi organique et un texte qui donnait satisfaction, y compris aux habitants des zones de Lugansk et de Donetsk. Il n'y a jamais eu de second tour, en quelque sorte, parce que c'était un vote qui devait être confirmé, et ce vote n'a jamais eu lieu. Et là, je pense en effet qu'il y a une fraction des parlementaires ukrainiens qui ont pris une responsabilité terrible. Absolument. Parce que les accords de Minsk, qu'on le veuille ou non, avaient l'immense mérite, pas tellement d'obliger les Ukrainiens, mais d'associer les Russes et de les coincer. Là, ils étaient libres. On n'a plus de cadre, du coup. Et quand on parle de retour de la démocratie, il va falloir installer un cadre. On avait le fameux format Normandie, mais est-ce que Poutine acceptera encore, vu qu'il recherche... Ce que c'est, le format Normandie, c'était France, Allemagne, à l'initiative de François Hollande, il faut quand même le saluer. France, Allemagne, Ukraine, Russie, qui se mettaient d'accord pour un premier protocole qui n'a pas été respecté au mois de septembre 2014, puis un deuxième
En mai 2015, au printemps 2015, qu'on appelle les accords de Minsk, et qui contiennent donc 13 points, dont le plus important a été évoqué par Gérard Longuet. Donc c'était quand même un cadre. Maintenant, quel va être le cadre, sachant que Poutine veut en découdre avec les États-Unis directement. Ce qu'il veut, c'est bafouer l'Europe, au passage. Alors, il y a une question à laquelle je ne suis pas capable de répondre, mais son pays ne fait pas le poids. Oui. Certes, j'évoquais l'autarcie. C'est le PIB de l'Espagne. Mais l'autarcie, c'est pas une situation satisfaisante pour ce... C'est le PIB de l'Espagne ou de l'Italie. C'est le PIB de l'Espagne pour 140 millions d'habitants. Ce qui fait un PIB par tête très bas. Mais il n'y a pas que l'économie. Avec une concentration sur certaines têtes, quand même. Avec beaucoup de concentration. Le niveau de vie, on peut pas... Enfin, c'est très difficile de comparer les PIB de l'Espagne et de la Russie, parce que je veux dire, c'est pas un pays d'une puissance infinie. Bien sûr. Non. Il nous reste une minute. Vous savez quoi, Mathieu? On va terminer par un coup de gueule commun. Choqué, moi, vous, par ce tweet d'un ancien Premier ministre. Eh oui, François Fillon. En 2014, j'ai regretté les conditions de l'annexion de la Crimée et aujourd'hui, je condamne l'usage de la force en Ukraine. Mais, dit François Fillon, depuis 10 ans, je mets en garde contre le refus des Occidentaux de prendre en compte les revendications russes sur l'expansion de l'OTAN. Cette attitude conduit aujourd'hui à une confrontation dangereuse qui aurait pu être évitée. On en parlait tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire dans les prétoires. Mon client est allé casser la gueule de son voisin, mais fallait pas l'énerver. Voilà ce que ça veut dire. La question qui se pose en l'occurrence, c'est qui parle? Est-ce que c'est François Fillon, l'ancien Premier ministre, ou est-ce que c'est le nouveau membre du conseil d'administration du géant russe de la pétrochimie Sibur, contrôlé par un oligarque et un proche de Vladimir Poutine, visé d'ailleurs par plusieurs sanctions? La réponse, elle est sur le compte Twitter de François Fillon, où il a posté ce tweet. François Fillon, ancien Premier ministre français, voilà donc un homme qui a occupé les plus hautes responsabilités de notre pays, qui s'exprime sur une guerre au nom de son ancienne fonction, et donc un petit peu au nom de la France, j'allais dire, mais non, parce que c'est en pleine contradiction avec la position de la France, et qui dédouane tranquillement les agresseurs du pays où il est parti finir sa carrière après son retrait des affaires publiques. Il a quitté la vie politique, disait hier Valérie Pécresse, il a le droit de faire sa vie, on doit le laisser tranquille. Eh bien, à condition qu'il commence par se taire plutôt que de jouer les propagandistes. Voilà, je voulais qu'on conclue là-dessus. Schröder a un peu le même souci. Oui, c'est vrai, mais bon, mais il n'est pas candidat. C'est pas une raison pour. C'est pas un homme politique français. Oui, et puis voilà, et puis ça reste choquant. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce débat. Je voudrais remercier toutes les équipes de Public Sénat pour le travail remarquable qui est fait depuis ce matin sur notre antenne. Merci à Perrine Tarnot, la directrice de l'info, Isabelle Pincet pour Sens Public, qui est la rédactrice en chef, Aude Fauvel, Lucie Spindler à la programmation, et j'oublie pas Bérangère Cana qui fait entre autres vivre l'émission sur les médias sociaux. Je vous dis